Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, c'est la semaine de la marmotte, tant les vieux sujets sont de retour. La prise en charge du chômage partiel pour Covid, la GFIP, l'index égalité, nous répondrons également à cette question. Les représentants du personnel peuvent-ils afficher dans une entreprise le mail confidentiel d'un directeur à la vue de tous? Nous ferons également le point sur l'évolution du contrat de sécurisation professionnelle. Premier sujet, la prise en charge intégrale du chômage partiel est prolongée en mars, mais à périmètre restreint. Il est désormais réservé à deux catégories. 1. Les employeurs dont l'activité principale implique l'accueil du public et dont l'activité est interrompue du fait des mesures Covid. 2. Les employeurs situés sur des territoires faisant l'objet d'une mesure de type confinement et qui subissent une forte baisse du chiffre d'affaires d'au moins 60%. Alors qu'elles arrivaient à leur terme le 28 février 2022, les mesures exceptionnelles déployées durant la crise sanitaire par l'Association de gestion du Fonds de l'insertion professionnelle des personnes handicapées, qu'on appelle l'AGFIP, sont pérennisées. Je vous renvoie au lien de notre précédente vidéo qui détaillait ces mesures. L'index égalité hommes-femmes dans les entreprises de plus de 50 salariés devait être déposé au 1er mars. Par décret du 25 février, donc 3 jours avant la date finale, le gouvernement a décidé de modifier les règles du jeu. L'index égalité hommes-femmes, pour rappel, c'est un scoring de 0 à 100 basé sur plusieurs indicateurs, hommes et femmes dans l'entreprise. Le score final doit être publié sur le site de chaque entreprise. Cette philosophie s'appelle le name and shame, c'est-à-dire mettre la honte à ceux qui n'ont pas de bons résultats. Les entreprises qui ont un score inférieur à 75 sur 100 doivent définir un plan d'action pour les 3 ans à venir. Désormais, le décret prévoit que ce plan d'action devra être publié sur le site de l'entreprise. Cette publication devra se faire avant le 1er mars 2022. De plus, pour les entreprises qui ont un score entre 75 et 85, des objectifs de progression devront être définis et publiés pour chaque indicateur où la note maximale n'aura pas été obtenue. Côté jurisprudence, 2 cas nous interpellent cette semaine. La Cour de cassation estime que l'envoi de mails à connotation sexuelle à des personnes totalement étrangères à l'entreprise ne constitue pas un fait de harcèlement sexuel au sens du Code du travail. Dans cette affaire, un salarié, directeur général des ventes au statut cadre dirigeant, a adressé par voie électronique à 3 destinataires de sexe masculin étrangers à l'entreprise à plusieurs reprises des messages soi-disant humoristiques, particulièrement vulgaires et dégradants pour les femmes, avec une connotation sexuelle avérée. Son licenciement a été invalidé pour la Chambre sociale de la Cour de cassation, quand bien même cet envoi serait en violation d'une charte interne de l'entreprise. Dans un arrêt du 16 février, la Cour de cassation admet pour la première fois que le CSE puisse procéder à l'affichage au sein de l'entreprise d'informations relevant de la vie personnelle d'un collaborateur. Dans le cas en question, le secrétaire du CSE avait affiché sur le panneau de communication syndicale le contenu d'un mail d'un ancien directeur de l'établissement. Ce mail était adressé au directeur hygiène et sécurité. Il lui interdisait d'aborder la question de l'amiante avec le CHSCT. La direction de l'établissement a exigé le retrait du mail affiché sur le principe qu'il s'agissait d'une violation de la vie personnelle du directeur. Le juge a été saisi pour arbitrer entre 2 droits fondamentaux. D'un côté, droit à la santé des collaborateurs, et de l'autre, droit à la vie privée des personnes. Dans un premier round judiciaire, la Cour d'appel a autorisé cet affichage. Elle a considéré que le droit à la santé, sur un sujet grave, c'est l'amiante, surpassait le droit à la vie personnelle. Entre ces 2 libertés fondamentales, la Cour de cassation a estimé qu'il était effectivement possible de transgresser la première au profit de la seconde, sous réserve que 1. L'affichage soit indispensable à la défense du droit à la protection des salariés et de la sécurité des travailleurs, et que 2. L'atteinte portée à la vie personnelle soit proportionnée au but poursuivi. Elle a considéré que dans le cas présent, les 2 conditions n'étaient pas remplies. Il s'agissait d'un mail sur les modalités de communication avec les représentants du personnel, qui n'était donc pas si fondamental, il ne justifiait pas l'atteinte à la vie personnelle que constituait cet affichage. Dans notre dernier sujet, l'UNEDIC détaille les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle. Pour rappel, les entreprises de moins de 1000 salariés qui envisagent de procéder à un ou plusieurs licenciements pour motifs économiques se doivent de proposer aux salariés d'adhérer au CSP, contrat de sécurisation professionnelle. C'est un dispositif qui permet aux collaborateurs de bénéficier d'une prise en charge plus importante par Pôle emploi, pouvant aller jusqu'à 12 mois.
Pour bénéficier de la CSP, le collaborateur licencié devra avoir cotisé à l'assurance chômage pendant seulement 4 mois au cours des 24 derniers mois. C'est donc un régime qui est plus favorable que le régime général. L'indemnité de CSP sera calculée sur les salaires uniquement du contrat ayant été rompu pour motif économique. Là aussi, c'est plus intéressant que le régime général. Contrairement au régime général, il n'y a pas de dégressivité sur l'allocation de CSP. Et enfin, c'est une allocation qui est peut-être prolongée en cas de paternité, adoption ou proche aidant. Voilà, nous en avons fini pour cette semaine. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine dans le fabuleux monde du droit social.